Donc aujourd'hui, on va parler de Dark Patterns. Comme pour les autres rencontres, j'ai mis une petite intro avec des définitions, un petit peu de repères dans la littérature pour que ceux qui ont une idée un peu plus vague que les autres puissent rattraper un peu le niveau nécessaire pour comprendre la suite. Et après, on va surtout s'attaquer à une analyse de tout ça. Pourquoi aujourd'hui il y a ce genre de problématique et qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. C'est pas forcément, j'ai pas de solution miracle malheureusement, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que designer pour faire en sorte qu'il y ait le moins de manipulation possible dans les produits et services digitaux qui nous entourent. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Teresa Colombi, je suis psychologue cogniticienne, docteur de recherche spécialisée en analyse des mouvements des yeux. Donc, je travaille sur toutes les problématiques relatives aux interfaces et l'interaction machine depuis 25 ans. Et je dirige depuis 20 ans Ludotique, qui est donc une société spécialisée en conseil, formation et R&D sur toutes les problématiques liées à l'expérience utilisateur, le facteur humain dans le digital, l'accessibilité numérique, etc. On a beaucoup parlé de user research dans les deux webinaires précédents de cette année, hein. On a en ligne une bonne dizaine de webinaires qu'on avait fait à l'époque du Covid. Donc, on vous invite à consulter aussi, qui ont très très bien marché à l'époque. On s'occupe de l'UX et du UI, au sens maquettage, et design graphique, d'accessibilité, etc. N'hésitez pas à vous renseigner sur nos formules d'accompagnement si vous souhaitez de l'accompagnement, comme l'ont fait pas mal de sociétés depuis une vingtaine d'années, hein. Donc là, je mets une fois de plus que les grands groupes pour que ce soit des noms qui vous parlent, mais on accompagne toutes sortes de sociétés, d'associations, de structures de toute taille, de start-up, etc., sur des projets divers et variés, et plus ou moins innovants, plus ou moins compliqués, etc. Alors, la thématique d'aujourd'hui, les dark patterns. Comme j'ai promis, on va commencer par une définition et surtout, on va remonter dans l'historique à qui a inventé ou introduit ce terme. Donc, il y a un bouquin qui est sorti en 2010 qui parle justement pour la première fois de ce terme-là, qui utilise ce terme-là, donc dark patterns or deceptive patterns. Autrement dit, des façons de proposer une interface aux utilisateurs qui sont une interface qui est construite délibérément pour le tromper, hein, faire en sorte que l'utilisateur fasse des choses, hein, engage des actions qu'il n'aurait pas engagées, des choix qu'il n'aurait pas fait si ces petites astuces n'avaient pas été mises en place dans l'interface elle-même. Donc pour moi, il y a deux mots importants dans cette définition de dark patterns. C'est le mot délibérément et le mot tromper. Pourquoi? Délibérément, pour moi, ça implique la notion de volonté, d'intérêt personnel. Donc, on est loin des soucis d'interface aux machines ou du UX qui sont des erreurs de conception. Donc, on induit l'utilisateur en erreur, mais de manière involontaire. On a mal positionné un bouton, on a mal expliqué un label, on n'a pas été clair sur le sens d'une fonctionnalité. Donc, on induit l'utilisateur en erreur, mais ce n'est pas un dark pattern. Le dark pattern, c'est justement une volonté, un intérêt du concepteur de l'interface à induire en erreur l'utilisateur. Donc c'est complètement autre chose, c'est pas une erreur de conception, au contraire, c'est une exploitation de certaines mécaniques qu'on va essayer de voir pour induire en erreur. Pourquoi il y en a de plus en plus de ces dark patterns? Pourquoi depuis 2010, on commence à entendre de plus en plus ce terme, malheureusement? Je pense qu'il y a deux raisons principales qui sont étroitement liées entre elles. On a un marché de l'informatique et pas que, qui est de plus en plus tendu. Il y a de plus en plus de concurrence, des revenus de moins en moins importants, des marges qui se réduisent. Donc, les sociétés qui vendent en B2B ou en B2C ont besoin d'engranger des revenus. Clairement, la situation économique n'est pas au beau fixe, donc on a besoin de se différencier de la concurrence et de gagner des parts de marché. Et du coup, on est tous confrontés, enfin, tous les éditeurs, annonceurs, etc., sont confrontés à une grosse difficulté qui est celle de l'attention des utilisateurs. Donc, je vous cite un article assez récent de certains collègues que j'ai au niveau universitaire, qui justement souligne l'importance de réguler le marché de l'attention, hein, l'économie de l'attention, comme on l'appelle,
Parce que ce qu'on constate, c'est justement qu'on essaie de, par tous les moyens, arriver à captiver le regard. Quand je parle de regard, je sais de quoi je vous parle, hein. J'ai fait du eye tracking pendant 25 ans. Donc, captiver le regard, à captiver l'attention visuelle et du coup l'intérêt de l'utilisateur vis-à-vis d'un produit, d'un service, d'un bouton, d'une option, d'un prix, de ce que vous voulez, par tous les biais, par tous les moyens. Et c'est par tous les moyens qui peut être effectivement discutable. Qu'on ait envie de captiver l'attention d'un consommateur, ça paraît tout à fait légitime et normal. Mais non, par tous les moyens, on peut peut-être poser des limites. Je vous mets une petite phrase pour hanter vos nuits, apparemment attribuée au PDG de Netflix. Notre principal concurrent n'est pas tant Amazon ou YouTube, c'est le sommeil. Waouh! C'est-à-dire qu'on est prêt à tout mettre en œuvre pour que même dans les heures de repos, bah, l'utilisateur au final, il soit sursollicité, il soit surexposé à des messages, à des notifications, à toutes sortes d'informations qui essayent de captiver son attention. Et c'est vrai que quand on dort, on ne consomme pas beaucoup, donc ça pourrait être intéressant d'exploiter les heures de sommeil de nos chers utilisateurs. Donc ça fait froid dans le dos, je vous laisserai réfléchir sur cette phrase. L'autre mot qui me paraissait intéressant dans la définition des dark patterns, c'était la notion de tromperie. Si on trompe l'utilisateur, c'est qu'on a compris comment il fonctionne. Parce que pour tromper quelqu'un, il faut parfaitement savoir quelles sont ses mécaniques de raisonnement. Et là, ça devient intéressant quand on est psychologue cogniticien, quand on est UX avec des racines justement qui viennent de la psychocognitive ou de la psychosociale, parce qu'il y a toute une littérature qui existe, notamment sur les biais cognitifs. J'ai déjà fait référence dans le webinaire précédent en vous citant un article de blog que je vous ai remis en pied de page dans lequel on parle de biais cognitifs. Il y a énormément de littérature là-dessus, donc je ne vais pas vous détailler tous les biais qui existent. Il y en a plus d'une centaine répertoriés dans la littérature. Mais ce qui peut être intéressant, c'est justement de se dire, voilà, on commence quand même à savoir, même si on ne comprend pas tout du fonctionnement cognitif humain, loin de là, mais on commence quand même à savoir quels sont les principaux obstacles que nous rencontrons dans notre raisonnement, les pièges dans lesquels nous tombons très facilement tout seuls, comme des grands, même sans besoin qu'on nous y induise, hein. Le biais de confirmation, on en parlait la dernière fois, c'est quelque chose de relativement habituel et courant et normal dans le fonctionnement cognitif humain. Il y en a plein d'autres qui sont tout à fait normaux et habituels aussi. Donc, quand on connaît ces biais-là, ben, on peut justement forcer le trait et les exploiter pour pousser davantage l'utilisateur à s'en servir et à tomber dedans. J'ai mis un petit smiley sur l'effet Dunning-Kruger, parce que j'y reviendrai dessus tout à l'heure. L'effet Dunning-Kruger est répertorié dans certains listings, dans certains ouvrages, pas dans tous, comme étant un biais cognitif. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'effet Dunning-Kruger tel qu'il est cité dans la littérature un peu populaire, on va dire les vidéos qu'on voit sur Internet, sur YouTube, etc., c'est en gros une surestimation du niveau de compétence que l'on a quand on est en réalité très novice. Donc, quand on est très novice sur un domaine, on se croit plus ou moins capable d'avoir un avis justifié, de bien connaître le domaine en question, alors que les vrais experts du domaine ont plutôt tendance à sous-estimer leur niveau de compétence par rapport à ce qu'est la normale. Donc, l'effet Dunning-Kruger, j'en reparlerai en fin de vidéo parce que je ne suis même pas sûre que ce soit logique de le lister dans les biais cognitifs. Mais il y a énormément de littérature globalement sur toutes ces problématiques de raisonnement. Des fois, on fait appel plutôt à des aspects de perception, justement, d'attention visuelle. Des fois, c'est la mémoire qui nous fait défaut. On utilise des mauvaises stratégies mnésiques. Des fois, c'est clairement le mécanisme de prise de décision qui peut être influencé. Les dark patterns exploitent énormément ces aspects-là. Ça peut être des dynamiques plutôt sociales, psychosociales ou sociétales. Bref, je vous laisserai vous intéresser à cette littérature qui est quand même très, très riche sur les biais cognitifs qui peuvent nous aider à soit faire de la bonne conception d'interface, soit à faire de la mauvaise. Ils peuvent être exploités à mauvais escient. Donc, sur les dark patterns, il y a, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, énormément de littérature. J'ai mis quelques exemples pour ceux qui seraient les moins habitués à ce genre de choses, pour vous montrer la variété en fait de typologies. Il y a toute une série d'ouvrages qui détaillent différentes typologies de pièges qu'on peut poser à l'utilisateur. J'en ai mis 4-5 pour vous donner un aperçu.
Celui-là, il est quand même assez fort, hein. Le piège à cafard, ça veut dire, bah, comme un vrai piège à cafard dans la vraie vie, c'est quelque chose qui vous attire, dans lequel vous pouvez rentrer très facilement, mais dans lequel vous ne pouvez absolument pas sortir facilement. Donc, on facilite l'entrée dans le système, mais on complexifie volontairement, une fois de plus, la sortie du système. Donc, je mets l'exemple d'une application mobile pour la perte de poids. On la télécharge sur son mobile, on l'installe sur son mobile, on se crée un compte sur son mobile, on met en place un abonnement sur son mobile, on ne peut pas se désabonner avec son mobile. Il n'y a aucune option dans l'interface pour vous désabonner en utilisant votre mobile. Il faut se connecter à la version web. On ne sait même pas qu'on a un compte web. On n'a jamais pensé qu'il pouvait y avoir besoin de se connecter à un compte web qu'on n'a pas créé et qui, voilà, qui nous est totalement étranger. Eh ben, c'est le seul moyen pour arrêter l'abonnement qui autrement tourne en automatique, bien sûr. Ça, c'est typiquement un dark pattern. D'autres exemples que vous avez sûrement tous rencontrés des dizaines, voire des centaines de fois à cause des cookies, etc., ben, c'est pousser l'utilisateur dans une mauvaise direction, c'est-à-dire dans la direction qui nous arrange. Là, on a un disclaimer pour autoriser les cookies sur le PC de la personne, dans le navigateur de la personne. Évidemment, tout est fait pour que la personne clique sur l'acceptation totale des cookies. Si vraiment, vraiment, elle veut nous embêter, ben, elle va aller sur paramétrer et dans cette fenêtre, on va tout faire pour que on la décourage de décocher les 50 millions d'options qu'il n'a pas envie. Donc, c'est tout à fait possible, mais ça va demander quand même un effort assez conséquent à l'utilisateur. Et la vraie option, qui était peut-être celle que l'utilisateur souhaitait, mais qui n'est pas du tout indiquée en termes de direction, c'est la direction du bouton continuer sans accepter, qui existe, parce que légalement, il faut qu'il existe, mais légalement, on n'a aucune obligation de le mettre en avant, ce bouton. Donc, il est mis en tout petit, dans une police bien différente et dans un coin tout en haut de l'écran, là où on ne regarde pas. En termes de mouvement des yeux, on a regardé vite fait le texte et on regarde les deux boutons en bas. Donc, si on ne sait pas qu'il y a une option en haut, on ne la verra même pas. Maintenant, quand on commence à avoir un peu l'habitude, c'est tout ce qu'on va chercher, hein, visuellement parlant. Mais c'est typiquement un exemple de dark pattern. Beaucoup de dark patterns exploitent des maximes de communication. Alors, pour ceux parmi vous qui ont suivi des cours d'ergonomie ou du X à la fac, on vous a sûrement formé aux maximes de Grice. Grice parlait de communication homme-homme, mais la communication homme-machine peut et doit exploiter les mêmes maximes pour faciliter la coopération entre homme et machine. Ces maximes de Grice peuvent être également brisées sans faire exprès, une fois de plus, hein, c'est des problèmes d'ergonomie et du X, où on fait des bêtises sans vouloir les faire, ou on peut les briser volontairement, une fois de plus. Parmi les maximes de grâce, il y a la maxime de qualité qui revient à dire tout simplement il ne faut pas mentir aux utilisateurs. Ça paraît la base d'une communication saine entre humains. Hein. Une fois de plus, Grice parlait de communication humaine avant tout. Donc, c'est la base d'une communication saine, c'est de donner des informations vraies à notre interlocuteur. Donc, dans les interfaces aux machines, on devrait respecter exactement le même principe. Bah, ça, c'est un site chinois de vente de produits en ligne. À chaque fois que vous vous connectez, il y a une roue de la fortune et à chaque fois, je ne sais pas par quel miracle, vous gagnez le gros lot. C'est incroyable. Moi qui gagne jamais rien dans ma vie, ben là, à chaque fois, il y a la roue qui tourne et à chaque fois, par miracle, je tombe sur le maximum des coupons possibles. Il y a une chance inouïe dans ce site, dans cette application, qui nous permet d'accéder à des réductions qui, au final, sont relativement pipoté. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais ce site est vraiment assez piégeux et il brise la maxime de qualité. Un autre exemple de maxime de qualité, vraiment, c'est à la limite du tolérable, ce genre de choses, parce que l'utilisateur est vraiment pris pour un imbécile. Là, on est sur un site de réservation de voyage. On nous propose une expérience améliorée. On a des expériences de base en orange, des expériences améliorées un peu plus chères. Why not? C'est indiqué que c'est un peu plus cher, donc je fais le choix de prendre une expérience améliorée pour 30 euros de plus. Oui, mais le moment où je clique sur la vignette à 30 euros de plus, au final, bah, ce n'est pas 30 euros de plus, c'est 169. Et c'est comme ça systématiquement. Aucun des prix qui est affiché sur les cartes, sur les petites vignettes qui s'affichent sur le plan, ne sont respectés une fois qu'on a cliqué.
Mais si on n'a pas fait attention et qu'au final, l'endroit nous convient, bah, on va finir par cliquer sur réserver sans se rendre compte que le surcoût, le surplus de prix est nettement plus important. Et il n'y a aucune explication qui vous dise pourquoi on est passé d'une expérience qui devrait coûter 30 euros de plus de ce qu'on a déjà payé, hein, parce qu'on est sur une application dans laquelle on a déjà prépayé des voyages, donc on devrait payer que 30 euros pour avoir le plus. Ben non, on va payer 169. C'est-à-dire qu'on nous a offert un voyage, un coffret voyage qui déjà coûté 150 ou 300 balles et qu'on va encore payer bah, l'équivalent pour bah, quelque chose qui peut-être n'en vaut même pas la peine. Je vous laisserai juger de la chose. Mais pour moi, c'est clairement une maxime de Grace de qualité qui est brisée. D'autres biais cognitifs font appel à d'autres modalités de raisonnement humain, ben, notamment le biais de rareté, qui fait partie justement des biais cognitifs. Le biais de rareté, c'est quoi? Ben, plus quelque chose est rare, plus dans notre tête, on se dit c'est une bonne occasion. Parce que si c'est rare, ça veut dire que ça a de la valeur. Si ça a de la valeur, il faut que je me jette dessus. Il faut que je l'attrape, que je le prenne. Et du coup, typiquement, on tente de débrancher le cerveau rationnel dans lequel on veut comparer, on veut se faire une idée, on veut pondérer, etc. Mais on essaie de brancher un cerveau totalement émotionnel dans lequel on met la pression, dépêchez-vous, il y a 10 personnes qui regardent cette même page, la dernière réservation a été faite il y a 2 minutes, les prix vont augmenter dans 30 secondes. Donc tout est fait pour vous mettre dans cette situation d'urgence, de stress, qui vous fait dire, ah ouais, là, ce prix-là, il est tellement rare qu'il faut que j'aille tout de suite. Je ne peux pas attendre alors que rien ne vous garantit que ce soit vrai. Mais on essaie de vous pousser à raisonner de manière complètement illogique. Donc, soit jouer sur le côté rareté, mais soit jouer sur le côté illogique de l'émotion, par exemple, hein. Là, vous avez un très, très bon exemple de... Alors, dans les classifications des biais cognitifs hein, et des dark patterns, il y a tout ce qui est social shaming, donc de vous mettre un petit peu la honte par exemple, si vous essayez de vous désabonner, que vous dites, ouais, ben ça, vos amis n'aimeront pas, ça se fait pas, etc. Là, c'est pas par rapport à la société ou à votre entourage social, c'est limite par rapport à vous-même et à votre respect pour vous-même et votre santé. Si vous vous désabonnez, bah ouais, je préfère me désabonner et mourir en me vidant de mon sang, quoi. C'est violent quand même, hein. C'est quand même violent. Moi, personnellement, ça me fait rigoler, un truc comme ça, mais je pense qu'un certain nombre de personnes peuvent trouver ça suffisamment angoissant pour rester abonné aux notifications. Parce qu'on se dit, au final, qu'est-ce que ça me coûte de rester abonné? Voilà, c'est quand même plus raisonnable. C'est quand même, on joue sur des aspects affectifs, émotionnels, et on induit l'utilisateur à faire des choses qu'il n'aurait pas fait autrement, une fois de plus. Et la Palme d'Or, pour moi, est attribuée à certains sites de réservation aérienne. Alors, on ne va pas se palucher Wizz Air de A à Z, mais je vous invite à essayer de faire une réservation sur Wizz Air. Vous verrez, à chaque étape du process, tout est fait pour que vous achetiez plus. C'est-à-dire que les prix qu'on vous annonce à la page d'accueil, un tarif à 35,99 €, essayez, lancez-vous le challenge de voir si à la fin de la réservation, vous avez vraiment payé votre billet d'avion 35,99 €. C'est pratiquement impossible. Tout est fait pour que volontairement ou pas, vous achetiez plus. Les sièges, des options, le bagage en plus, enfin, tout est fait pour que un parcours dans lequel je dis non aux sièges en plus, je dis non au bagage en plus, je dis non à toute option en plus, ben, n'est absolument pas facilité. Tout est fait pour que vous ne vous rendiez même pas compte que vous pouviez dire non, en fait. Tout est fait pour que, pour vous, ben, le seul bouton cliquable soit celui qui vous rajoute des frais. Pour qu'à la fin, votre billet qui était très attractif au départ et qui vous a donné envie d'acheter, ben, ne soit plus du tout attractif. Donc, les sites des compagnies aériennes, malheureusement, jouent énormément sur les dark patterns. Oui, je l'ai pratiqué personnellement plusieurs fois, donc je ne peux qu'en témoigner personnellement. Je ne dis pas forcément que c'est le pire de tous, c'est peut-être pire encore, mais c'est un très bon candidat. Donc, je vous invite à faire des simulations dessus pour vous rendre compte de à quel point ils ont vraiment étudié l'UX de leur interface, la position des boutons, les labels, qu'est-ce qu'on laisse croire qui est cliquable ou qui ne l'est pas, etc., pour vraiment vous induire en erreur. Donc, pour moi, c'est vraiment ma palme d'or personnelle, c'est Wizz Air. Pour une liste complète de tous ces biais, bah, je ne peux que vous renvoyer vers le site de l'auteur du terme même de Dark Patterns ou Deceptive Patterns. Il y a un Hall of Shame
qui répertorie, mais je ne sais plus, je crois, 400 ou 500 exemples, incitant à chaque fois la marque ou le site ou l'entreprise qui a mis en œuvre le dark pattern en question. Donc, c'est vraiment une mine d'or d'exemples réels. Voilà, donc je ne peux que vous inviter à regarder ce site. Le but de ce webinaire, c'est pas de regarder tout ce qui existe ou les différents classements de typologie de dark patterns, c'est plutôt d'analyser ce phénomène ensemble. Du coup, en analysant ce phénomène, une des questions que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a des dark patterns plus ou moins graves, en fait? Est-ce qu'il y a une notion de gravité dans tout ça? Parce que, intuitivement, on pourrait se dire, oui, il y a des choses qui vont du petit coup de pouce, hein, ce qu'on appelle un nudge. Un nudge n'est pas considéré comme quelque chose de violent ou d'agressif. C'est un petit coup de pouce qui vous invite à aller dans une certaine direction, qui souligne l'intérêt d'un certain contenu, qui met en avant une proposition, mais il n'y a aucune contrainte ni aucune interdiction explicite pour l'utilisateur. C'est une petite incitation gentillette. Et à l'autre côté, de l'autre côté, à l'autre extrême du continuum, ben, il y a des choses qui relèvent vraiment de la fraude. On a menti, on a triché, on a rajouté, ça c'est très courant aussi comme dark pattern, on a rajouté des choses dans le panier de l'utilisateur alors qu'il ne s'est même pas rendu compte, hein, qu'on y a rajouté une assurance, par exemple. À aucun moment il a demandé à avoir une assurance, mais on l'a rajouté par défaut et c'est à lui de l'enlever éventuellement s'il se rend compte, si tant est qu'il se rende compte qu'on lui a rajouté quelque chose dans le panier. Là, pour moi, on est vraiment sur de la fraude, hein, parce que rajouter quelque chose sans le consentement de l'utilisateur, ça me paraît quand même assez loin du tolérable. Donc, c'est des comportements qui vont inévitablement amener à un regret de la part de l'utilisateur qui va se dire, je me suis fait avoir. Donc, pour moi, là, on a des choses qui sont plus graves qu'un petit nudge. Ceci dit, il n'y a pas vraiment, j'ai cherché tout ce qu'il y avait dans la littérature, il n'y a pas vraiment une échelle établie de gravité d'un dark pattern. Et je pense que quelque part, c'est assez logique parce qu'on ne peut pas les classer par gravité. Parce que pour moi, ce qui définit un dark pattern, c'est ni le nombre d'éléments d'interface aux machines qui sont truqués, manipulés, modifiés et mis en place de manière à induire une erreur, ni les conséquences concrètes, l'impact des choix de l'utilisateur. Est-ce qu'on s'est inscrit à un service mail qu'on ne voulait pas? Est-ce qu'on a acheté un produit qu'on ne voulait pas? Pour moi, ce qui compte le plus pour définir la gravité d'un dark pattern, c'est le degré d'intérêt que l'utilisateur même avait par rapport à ce service, à ce produit, à cette option, et un degré d'intérêt qu'il aurait eu sans le dark pattern. Donc, en gros, est-ce qu'on est en train de l'envoyer dans une direction qui ne lui apporte rien? Ou est-ce qu'on est en train de le pousser vers quelque chose pour lequel il avait quand même un intérêt? On a souligné les avantages de cette possibilité ou de cette offre, mais il y serait allé quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est ça qui va définir si on est, enfin, en tout cas, c'est ma vision, hein, si on est dans un dark pattern ou si on est dans un petit coup de pouce amical. Donc, pour moi, déjà, en termes d'analyse de tout ça, ma vision est la suivante. Un choix d'interface n'est ni bon ni mauvais. Comme tout objet, comme tout artefact humain, hein, comme un marteau. Un marteau est un objet très bon et très intelligent et très adapté si on veut planter des clous. Il n'y a aucun souci. Personne ne va vous dire qu'un marteau est mauvais. On en a tous besoin. Mais non, si vous l'utilisez pour taper des gens, bah là, il devient mauvais. Mais ce n'est pas le marteau le problème. Donc, c'est pas le choix d'interface le problème. C'est l'usage qu'on en fait et l'intérêt pour la personne qui reçoit le coup de marteau à s'en prendre un. Donc, c'est comme la bombe atomique, hein, voilà, la bombe atomique, enfin, tout ce qui est nucléaire, le nucléaire peut être tout à fait bénéfique et utile pour l'humanité, comme le nucléaire peut tuer des millions de gens. Le nucléaire n'est pas bon ou mauvais en soi, c'est les gens qui s'en servent, qui définissent l'intérêt qu'ils en ont et qui définissent donc le fait que ce soit quelque chose de pertinent ou pas pour le reste des utilisateurs. Donc pour moi, c'est déjà un premier paramètre d'analyse, c'est de se demander à qui profite le crime. Hein. Cui prodest, c'est du latin, ça veut dire à qui profite le crime. Quand il y a un meurtre et qu'on ne sait pas qui est l'assassin, ben, la première chose à se demander, c'est à qui profite la disparition de cette personne. Qui en tire bénéfice? Et il y a des chances que la personne qui en tire le plus de bénéfices soit l'auteur du crime. Ça paraît assez logique. Donc, si le récepteur d'une information, que ce soit une promotion, que ce soit la mise en avant d'un contenu, d'un bouton, d'un service, n'importe, si le récepteur de cette information, il gagne
plus que l'émetteur, ou au moins autant que l'émetteur de cette information, pour moi, on n'est pas dans la manipulation. On dit tous à nos enfants, si tu finis tes légumes, tu auras un dessert. Est-ce qu'on peut parler de manipulation? À mon sens, non, ou en tout cas, c'est une manipulation tout à fait tolérable, voire raisonnable, parce qu'on le fait dans l'intérêt de l'enfant. Le récepteur de cette information est le premier bénéficiaire de cette information. Et inversement, si l'émetteur de l'information, c'est lui qui en tire le plus d'avantages parce qu'il arrive à imposer un abonnement payant qui n'était absolument pas dans les intentions de l'utilisateur, s'il arrive à lui fourguer des services supplémentaires sans que l'utilisateur se rende même compte, pas compte qu'il a été abonné à des services supplémentaires, mais là, c'est clairement un rapport décalé dans l'autre sens. Donc pour moi, c'est ça qui fait qu'un choix d'interface ou un choix du X devienne un dark pattern ou pas. Hein. Donc, si on y gagne plus que l'utilisateur lui-même, bah, pour moi, ça peut poser des questions éthiques. Donc, pourquoi on en arrive à ces problématiques-là? Pourquoi depuis 15 ans, 10 ans, on va dire, on commence à en parler sérieusement? Pourquoi il y a 20 ans, on n'en parlait pas? Je pense pour plusieurs raisons. Là aussi, c'est mon analyse à moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la partagez ou pas, ou si vous avez d'autres avis, d'autres compléments sur cet aspect-là. Pour moi, c'est une histoire de maturité vis-à-vis justement de la compréhension qu'on a du fonctionnement cognitif humain et de l'UX en général. Donc, je vous balance le Hype Cycle de l'Institut Gartner, qui est un schéma qui montre le niveau d'attente que l'on a vis-à-vis d'une technologie. Eux, ils parlent de technologie, hein, pas forcément du X, mais pour moi, justement, ça revient au même. Donc, le niveau d'attente que l'on a vis-à-vis d'une nouveauté technologique ou d'une nouvelle méthodologie, au début, monte en flèche, donc, et atteint un sommet d'attente surdimensionné, qui porte bien son nom. Donc, on s'engouffre dans ça en disant, ouais, c'est trop génial, c'est super, et on y va. Et on y va tellement qu'on y est peut-être allé un peu trop gaiement et on retombe tout aussi vite, hein, le soufflet retombe tout aussi vite dans ce qu'ils appellent le creux ou le golfe de la désillusion, où on se dit, bah, au final, ça marche pas. Cette technologie-là n'est pas aussi bonne, cette technologie-là n'est pas si mature, n'est pas si adaptée, etc. Donc, ça a été le cas pour l'IA, ça a été le cas pour toutes les technologies que Gartner surveille. Et pour moi, c'est la même chose pour des méthodologies comme l'UX. L'UX, il y a 15 ans, ça montait en flèche. Tout le monde s'est mis à faire de l'UX. Si on a parlé justement de Persona il y a 2 semaines, c'était justement pour dire, bon, j'ai vu beaucoup trop de projets dans lesquels les personas servaient à rien. Il faut peut-être qu'on en rediscute et qu'on mette deux, trois points au clair parce que si c'est pour faire n'importe quoi, autant ne rien faire. Ben là, typiquement, pour moi, on est dans le creux. Il y a des gens qui sont lancés là-dedans et qui, au final, en reviennent parce que par manque de recul méthodologique, ben, ils y sont allés un peu trop la fleur au fusil et ils ont obtenu des résultats qui n'étaient pas forcément adaptés. Il y a encore des sociétés qui ont un niveau de maturité moindre que celui-là. Le webinaire de la semaine dernière sur les conseils pour réussir les tests utilisateurs était plutôt pour des personnes qui ont envie de se lancer ou qui commencent à se lancer et qui peuvent avoir besoin de conseils pour se lancer correctement. Donc, dans le monde qui nous entoure, la maturité vis-à-vis de l'UX aujourd'hui est très disparate. Il y a 20 ans, tout le monde était au même niveau, tout le monde comprenait rien et tout le monde pensait que l'ergonomie était un détail ou que l'ergonomie servait à rien. Je me souviens des étudiants que j'essayais de placer en stage dans le master d'ergonomie il y a une vingtaine d'années. Quand j'appelais dans les boîtes pour dire, vous voulez un stagiaire en ergonomie, on me demandait s'il savait coder. Et si je disais, ben non, bien sûr qu'il ne code pas, c'est un ergonome. Ah ben non, mais on n'en veut pas. Il sert à quoi le mec? Il code pas. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus du tout, mais alors plus du tout ces réponses-là. Il y a encore des sociétés qui sont à un niveau de maturité faible, donc qui sont encore en train de se lancer, de se poser des questions et peut-être de finir par dire, ah ouais, c'est génial, on va embaucher des UX et ça va résoudre tous les problèmes du monde. Il y en a sûrement qui sont encore là, mais il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de descendre dans le creux des désillusions. Il y a un rapport que j'ai vu passer il y a quelques semaines sur les budgets consacrés à la user research. C'est la première fois depuis plusieurs années d'affilée, je ne saurais plus vous dire combien, mais plusieurs années d'affilée, c'est la première fois que les budgets baissent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bien sûr, le contexte économique n'est pas au beau fixe, certes, mais c'est aussi que je pense que les gens commencent à dire, bon, 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 bon. Là, peut-être qu'on fait pas les choses correctement parce que ça nous rapporte pas assez. Et après, il y a des sociétés, et c'est là où je fais le lien avec les Dark Patterns, qui ont un niveau de maturité tel qu'ils savent très bien faire les choses,
qui savent très bien à quoi sert l'UX, qui savent très bien quels choix d'IHM ont du sens pour les utilisateurs et qui savent très bien comment exploiter tout ça. Donc aujourd'hui, on est sur un marché où il y a de tout. Il y a des personnes qui ne se posent aucune question, il y a des personnes qui se posent énormément de questions, il y a des personnes qui se lancent, il y a des personnes qui lèvent le pied ou qui freinent des cas de fer face à ça, et puis il y a des gens qui sont sur le plateau de productivité et qui ont parfaitement compris comment exploiter tout ça à leur avantage. Parce que la littérature, elle est là. En psychologie cognitive, ça fait une centaine d'années qu'on écrit des trucs qui ont du sens dans l'interaction en machine, et puis il suffit de les lire, de les comprendre pour exploiter le fonctionnement cognitif humain de son propre intérêt personnel. Tout ça pour dire que aujourd'hui, dans les projets informatiques ou pas, hein, moi je suis dans le digital, mais j'imagine que c'est à peu près pareil dans les autres domaines, on a encore beaucoup de mal à trouver un compromis entre le point de vue des utilisateurs, mais aussi toutes les autres parties prenantes d'un projet. Moi, ce que je dis souvent dans mes cours, c'est que l'ergonomie est l'art du compromis. Et le compromis, c'est pas uniquement prendre en compte l'avis des utilisateurs finaux. Bien sûr, c'est les premiers concernés, donc ça, c'est fondamental. Mais il y a d'autres parties prenantes dans un projet. Il y a les développeurs qui ont leurs contraintes, qui ont leur point de vue, etc. Il y a le marketing. Il y a ceux qui payent, hein, les décideurs, les MOA ou les commanditaires. La com, potentiellement. Enfin, il y a plein d'acteurs qui ont des bonnes raisons pour influencer le projet. Et notre rôle à nous, en tant qu'UX, bien sûr, doit être de défendre le point de vue de l'utilisateur, parce qu'autrement, personne ne le fera, mais également, à mon sens, une fois de plus, de aider ce consortium de personnes, cet ensemble de parties prenantes, à trouver un compromis qui ne lèse pas les intérêts économiques du projet, parce que sinon, on va nulle part, mais qui ne laisse pas non plus les intérêts de l'utilisateur, et qui tienne compte des contraintes budgétaires, technologiques, techniques, d'infrastructure, de ce que vous voulez. Donc pour moi, c'est vraiment un des rôles peut-être encore un peu méconnu, hein, ou pas encore clairement identifié dans le mix designer, que d'aider ces débats stratégiques sur l'orientation que le produit doit prendre pour trouver un compromis acceptable pour tout le monde, de tous les points de vue. Et il faut être conscient aussi que tous les choix, du coup, qu'on fait en termes du X peuvent devenir des dark patterns. Tous. La gamification qui est extrêmement puissante. D'ailleurs, si je ne m'abuse, il y a un des webinaires que j'avais fait en 2020 est consacré à la gamification. Vous le trouverez sur notre chaîne YouTube. La gamification est une arme extrêmement puissante. Le design émotionnel est une arme extrêmement puissante. On a bien vu, certains biais cognitifs exploitent justement le côté émotionnel. Le design persuasif, c'est des choses, c'est des techniques de persuasion, comme le nom l'indique, entre la persuasion et la manipulation, le passage peut être, enfin, la frontière peut être assez ténue, hein. Donc, le design persuasif peut être une arme. Donc, il y a un très bon bouquin d'ailleurs sur le design persuasif que j'avais lu encore à l'époque en Italie, il y a 25 ans, 30 ans. Le titre en italien, c'était Les armes de la persuasion. Et c'est exactement ça. Enfin, c'est comme je l'ai dit pour les marteaux. Un choix de communication, un choix de formulation d'un message, un choix de reward, si on parle de gamification ou autre, est une arme potentielle. Donc, si vous l'utilisez à bon escient, elle va porter des fruits et aussi bien vous que l'utilisateur, vous en serez satisfait. Si vous l'utilisez à mauvais escient, soit vous allez avoir des utilisateurs déçus, qui ragent, qui pestent, qui vous font une mauvaise pub, du bad buzz, etc. Soit au pire, enfin, ce qui peut vous arriver aussi, c'est que ça vous pète à la gueule. Parce qu'une arme que vous manipulez sans les précautions d'usage, elle vous pète à la figure. Donc, toutes ces armes, il faut être conscient de leurs avantages, de leurs inconvénients et arriver à les utiliser à bon escient. Et quand je dis bon escient, c'est justement dans cette logique de compromis dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour conclure, comment on peut survivre aux dark patterns, aussi bien en étant consommateur, comme j'aime bien dire, ou en tant que professionnel de l'UX, j'ai quelques petits conseils à mon petit niveau à moi, hein, j'en ai pas non plus 36 000, mais pour moi, la première chose, c'est d'essayer d'avoir un minimum un esprit critique en tant que consommateur, ne pas croire tout ce qu'on voit, savoir que si j'arrive sur un site, une app qui me dit que tout est gratuit, à un moment donné, ça ne peut pas être vrai. Tout ne peut pas être gratuit. Je peux avoir une certaine partie de contenu ou d'information qui est gratuite. Et si tout m'a l'air gratuit, ben, c'est que le produit, c'est moi. Donc, ça veut dire que c'est mes données personnelles, par exemple, qui vont être exploitées, revendues, etc. Donc, à un moment donné, il faut être conscient aussi des dangers qui nous entourent parce qu'il n'y aura personne d'autre que nous, même consommateurs, consomme acteurs,
qui pourront se défendre de manière intelligente, hein. On ne peut pas demander justement aux interfaces et aux systèmes digitaux qui nous entourent de réfléchir à notre place. À un moment donné, il faut être aussi responsable de ses choix et être conscient de l'intérêt de ce qu'on fait et de ce qu'on fait pas. Maintenant, je comprends parfaitement que développer un esprit critique, c'est pas simple. J'en suis parfaitement consciente. Et du coup, ce webinaire m'a donné l'occasion de mettre en avant ma chaîne YouTube préférée. Je pense que mes collègues qui regardent ce live ou ce replay, ils vont bien rigoler parce que je saoule tout le monde en parlant d'hygiène mentale. C'est une chaîne YouTube absolument génialissime. Je me sers de ces vidéos dans les cours et je pense que n'importe quel étudiant de niveau collège-lycée devrait connaître ces vidéos par cœur. C'est vraiment de l'hygiène mentale. C'est des vidéos qui vous apprennent comment on raisonne, comment on tombe dans des raisonnements fallacieux, dans différentes typologies de biais, et comment on devrait améliorer notre façon de raisonner. Donc, c'est une chaîne absolument géniale pour tous ceux qui aiment l'esprit scientifique, la méthodologie scientifique et les stats. Il y a énormément de stats, mais expliquées de façon hyper simple, hyper abordable. Il y a énormément de schémas, d'images. Et c'est des vidéos qui durent un quart d'heure, donc je vous jure, abonnez-vous à Hygiène Mentale, ça ne peut que vous faire du bien et parler de cette chaîne dans votre entourage, surtout aux jeunes qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux influenceurs, etc. Il faudrait que tout le monde connaisse quelques principes de base de logique humaine. Et pourquoi tout à l'heure je vous parlais de l'effet Dunning-Kruger? Parce que la dernière vidéo qui est sortie il y a 2, 3 jours, comment reconnaître ma propre compétence, parle justement de l'effet Dunning-Kruger. Et le gars qui est derrière ces vidéos, il est très intelligent, hein. Il ne se limite pas à en parler comme on fait la littérature, réseaux sociaux, etc. Mais il va décomposer ce qu'il y a derrière, il va analyser les articles scientifiques à l'origine de ce phénomène, donc les articles, les premiers articles de Dunning et Kruger, les répliques qu'il y a eu derrière, etc., etc. Donc je ne vous spoile pas la vidéo, je vous invite à aller la voir. L'effet Dunning-Kruger, a priori, n'existe pas. Donc une fois de plus, les médias s'approprient des concepts qui sont bancables, qui sont faciles à exploiter, faciles à comprendre, mais qui parfois sont au final assez éloignés de la réalité des choses. Donc, il faut arriver à se faire un avis éclairé par nous-mêmes, et c'est pas évident, mais il faut trouver des chaînes comme celle-ci qui peuvent vous aider. Donc, je pense que derrière tout ça, derrière l'esprit critique, il doit y avoir une question qu'on doit se poser en tant que consommateur à chaque fois qu'on est face à une interaction machine. Ben, est-ce que je suis en possession de mon libre arbitre? Est-ce que j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, on me pousse, on me guide, on me prend par la main et on m'envoie à un endroit qui n'était pas celui que je souhaitais? Si on a ne serait-ce qu'un soupçon de ne pas être en possession de son libre arbitre, c'est que probablement il y a des dark patterns en place. Et on peut justement se auto-entraîner à les reconnaître et du coup à les éviter en tant qu'utilisateur. Mais non, en tant qu'UX, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'UX designer, en tant que concepteur d'expérience digitale, en tant que membre d'un process de mise au point de produits ou de services digitaux? Bah, pour moi, enfin, de plus, c'est mon avis à moi, pour que ces messages-là passent le plus facilement possible, il faut s'appuyer sur quelque chose d'existant. Parce qu'on ne peut pas arriver dans un projet et dire oui, je ne veux pas faire ça parce que mon éthique personnelle m'empêche de faire ça. C'est pas assez solide, c'est pas assez crédible. Et malheureusement, encore aujourd'hui, dans la plupart des projets informatiques que je vois ou que je suis, l'UX designer a zéro pouvoir de décision. Donc, il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, s'il arrive en disant, moi, je ne le ferai pas, ben, il va finir par faire, hein. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse imposer son point de vue ou son avis personnel. Donc, stratégiquement, qu'est-ce que je peux conseiller aux UX designers? C'est de s'appuyer sur autre chose qui parle à l'entreprise en question, qui fasse appel à ses valeurs ou à son fonctionnement ou à ses chartes qu'elle met fièrement en avant sur son site Internet. Donc, la démarche RSE, qui commence à être pas mal bancable, hein, parce que toutes les sociétés se targuent d'avoir une démarche responsable d'un point de vue économique, environnemental, sociétal, etc. Donc là, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, RSE. Bah, si l'entreprise se targue d'avoir une approche, une démarche RSE, elle devrait éviter de vendre des produits ou des services qui forcent la main aux utilisateurs. Parce que je pense que vous l'avez constaté vous-même, ou vous l'avez vite compris en m'écoutant, les dark patterns, c'est une logique très court-termiste.
Parce que vous pouvez avoir l'utilisateur une fois, deux fois, au bout d'un moment, il a compris, donc il ne reviendra pas. Ou s'il est obligé de revenir comme un site de voyage, parce que bah, il n'y a que telle compagnie aérienne qui dessert tel pays, donc on est obligé de revenir, mais il fera hyper attention à éviter tous les pièges possibles. Et dès qu'il pourra partir ailleurs, il partira ailleurs. Donc c'est une logique très court-termiste. Ben, du coup, c'est à l'opposé de la démarche RSE, qui essaye de faire quelque chose de durable dans le temps, de quelque chose au service d'une société, etc. Donc, vous pouvez toujours invoquer une démarche RSE si dans vos projets, l'entreprise qui vous emploie ou qui vous missionne se targue d'être dans cette logique-là. Autre logique sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est la démarche RGPD, exactement pour les mêmes raisons. Dans la démarche RGPD, qui est une contrainte légale, hein, à laquelle pratiquement tout le monde est soumis d'une certaine façon, toutes les sociétés pas au même niveau, mais en tout cas, toutes les sociétés sont obligées de s'intéresser au RGPD et vérifier leur niveau de compliance avec ces normes, ces lois sur le marché européen. Il y a, au cœur de la démarche RGPD, il y a la notion de consentement libre et éclairé. Certes, ça concerne les données personnelles de l'utilisateur, mais ça peut tout à fait être élargi à ben, un achat, à une souscription à une newsletter ou à n'importe quelle autre action que l'utilisateur aurait entrepris sans avoir donné un consentement libre et éclairé. Donc, si les projets sur lesquels vous travaillez sont soumis à l'RGPD, chose qui est hautement probable, vous pouvez toujours invoquer ce référentiel-là et ces lois-là pour dire non, ça, je ne le ferai pas parce que clairement, là, l'utilisateur, il n'a pas son libre arbitre, hein, pour revenir à ce que je disais, il n'a pas consenti librement et de manière éclairée à donner ces informations, à acheter telle assurance, etc. Donc, en tant que concepteur d'interface, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas ce choix d'interface. Et je vais terminer sur la dernière des choses qui me paraît fondamentale, mais sur laquelle je pense qu'on a encore beaucoup de travail. Ben, on n'a pas un code éthique. Il y a des initiatives, il y a des choses qui existent, il y a des principes éthiques, par exemple, qui sont proposés par une association qui s'appelle les designers éthiques, qui a carrément publié un guide, hein, concevoir son dark pattern, que vous pouvez télécharger du site que je vous ai mis sur le côté. La UXPA, qui est l'association professionnelle américaine de tous les professionnels de l'UX, a publié un code de conduite dès 2005 qui parle de tout ça, hein, de consentement libre éclairé, de utilité des produits et des services qu'on propose aux utilisateurs, etc. J'ai mis trois petits points parce qu'il y a énormément d'initiatives qui existent pour aller dans une direction de code éthique. Il y a d'autres domaines comme la sécurité informatique, hein, donc le hacking éthique, ou l'IA, qui publie des codes éthiques, des codes de bonne conduite éthique. Mais non, pour moi, il y en a beaucoup trop, en fait. Enfin, il faudrait se regrouper, en fait. Parce que si les gens qui parlent d'IA éthique d'un côté ne discutent pas avec ceux qui parlent de code éthique de l'autre et qui ne discutent pas avec les professionnels de l'UXPA qui parlent de design éthique, mais on va tous parler d'éthique, chacun dans son coin, et on aura zéro force de frappe. Donc, pour moi, il faudrait que ce n'est que mon avis, mais pour moi, il faudrait se regrouper. Il faudrait consolider, il faudrait mettre au point un code déontologique de tous les professionnels de la conception de produits et services digitaux. Peu importe que ce soit d'un point de vue code, d'un point de vue marketing, d'un point de vue UX ou que sais-je encore. Il faudrait qu'il y ait des chartes, un peu comme le serment d'Hippocrate en médecine. Il n'y en a pas 50 des serments en médecine, il y en a un. Vous êtes médecin, vous adhérez à ce serment, point barre. Autrement, vous n'êtes pas un médecin. Et on est loin de quelque chose de ce type. Il y a pas mal d'initiatives et heureusement, mais je pense qu'il faudrait que ce soit quelque chose de beaucoup plus ressenti par tous les professionnels. Moi, je connais plein de professionnels de l'UX qui ne se posent absolument pas ces questions-là, absolument pas. Voilà, alors qu'il faudrait que dès l'entrée dans le métier, on se pose ces questions-là, qu'on nous propose une charte, qu'on y adhère et que du coup, ça puisse aussi nous protéger lorsqu'on nous demande de faire des choses qui ne sont pas éthiques. On a signé une charte, tout le monde la connaît. C'est pas moi qui monte sur mes grands chevaux en disant je ne ferai pas, c'est le code déontologique de toute la profession du digital et pas que des UX designers. Donc, sur ces vos pieux, j'arrête de parler et je vous passe la parole pour qu'on se garde quelques minutes en session questions-réponses. Notamment si vous avez d'autres codes éthiques ou chartes déontologiques que vous voulez partager et mettre à notre connaissance, ou si vous avez un avis sur tout ce que j'ai raconté, hein, peut-être que j'ai dit des choses que vous ne partagez pas ou que vous ne comprenez pas, ou vous avez un avis totalement différent, libre à vous. Et je sens le but de ces webinaires, c'est aussi d'échanger et pas uniquement de parler toute seule pendant
pendant une demi-heure. Donc, si vous avez des remarques, je vous invite à les écrire dans le chat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de taper, donc je vous laisse quelques minutes ou quelques secondes, quand même pas y passer non plus énormément de temps. En attendant vos questions, je vous mets oups, pardon, la dernière slide. Si ces problématiques vous intéressent et si vous pensez avoir besoin d'accompagnement pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour de la user research, comme on a vu dans les derniers webinaires, ou que ce soit pour d'autres besoins dans le domaine UX UI, hein, des maquettes ou des ateliers de co-design hein, pour arriver à des consensus, comme je disais tout à l'heure, etc. C'est des choses qu'on sait faire. On sait faire de la régie. On est organisme de formation Calliope, donc on peut vous accompagner sur une montée en compétences pour faire évoluer vos pratiques. On a une équipe commerciale qui est à votre disposition si vous avez des besoins. Alors, on a une question de Florian. Les dark patterns sont-ils également utilisés dans les jeux vidéo pour faire rester l'utilisateur indéfiniment sur le jeu et qui pourrait être un danger, notamment pour les jeunes? Mais oui, carrément, carrément. À l'époque où, comment il s'appelle, Fortnite est sorti, Fortnite est un jeu vidéo qui a cartonné, mais vraiment qui a cartonné. J'avais carrément fait un talk là-dessus pour parler des dangers de tout ça, parce que je ne l'ai pas cité ici, Fortnite, parce que justement, c'est pour les connaisseurs de jeux vidéo, mais c'est un jeu vidéo qui a marché extrêmement bien, dans lequel les gens sont clairement addicts, on peut parler vraiment d'addiction, et dans lequel les gens mettent des budgets, mais juste faramineux du temps et des budgets. Du temps au sens qu'à 4 heures du matin, les gens sont encore capables d'être en train de jouer, et des budgets monstrueux, c'est-à-dire qu'il y a tout le salaire du mois qui passe dans le jeu, quoi. Donc, on débranche carrément le cerveau de la personne et on lui fait faire ce qu'on veut. Et malheureusement, et c'est ce que je disais dans mon intervention de l'époque, je dis malheureusement parce que je ne sais pas comment dire autrement, mais Fortnite a été conçu par une psychologue cogniticienne. Voilà, voilà, voilà. Donc, quand on sait comment fonctionne l'humain, c'est ce que je disais, quand on connaît le raisonnement humain, ben, on sait appliquer des techniques, mais vraiment behavioristes, hein, de base, et les gens tombent dans le panneau. Ça fonctionne. Donc, les jeux vidéo qui, déjà, par définition, sont drôles, sympathiques, immersifs et nous donnent du bon temps, peuvent très vite devenir des pièges. Bon, personnellement, je suis assez joueuse. Il y a certains jeux dans lesquels je connais des gens, mais qui sont ruinés, mais vraiment ruiné, financièrement ruiné. Donc ça peut vite être dangereux. On peut vite se poser la question du libre arbitre de la personne, ou en tout cas est-ce que son foyer est d'accord pour que le salaire de la personne passe dans un tas de pixels? Parce que le mec, il s'achète des pixels, hein, quelque part. Hein. Donc on peut se questionner. Donc oui, les jeux vidéo sont une mine d'or d'exemples de dark patterns. Il y a une remarque de Florence. Merci pour ce partage. Source d'inspiration pour fédérer un code éthique et aider les organisations à être éthiques by design. Le Agile Manifesto, oui, très bien, Florence, c'est une très bonne idée d'en parler. Ça fait partie des initiatives un peu générales, un peu globales, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Lui aussi mériterait d'être connu davantage et partagé davantage. Mais oui, effectivement, l'Agile Manifesto fait partie des éléments qui pourraient devenir encore plus fédérateurs sur ces problématiques-là. Donc, ben, on pourra en reparler à l'occasion. Oui, je pense que nous sommes légitimes pour parler de ça parce que, ben, comme on l'a vu justement, le psychologue cogniticien, l'UX designer, je ne dis pas qu'il a les rênes, hein, parce que, comme je l'ai dit, il décide de rien, mais il a des informations, il a des choses à dire, il a peut-être aussi un rôle à jouer sur la négociation et sur la recherche d'un compromis. Donc oui, on est au cœur de ces problématiques-là et on peut en tout cas apporter notre petite pierre à l'édifice. On ne pourra pas refaire le monde tout seul dans notre coin, mais on peut peut-être aider un petit peu à faire évoluer les pratiques professionnelles parce que, je l'ai dit, pour moi, les dark patterns, c'est une logique excessivement court-termiste. Ça ne peut pas payer sur le long terme. Donc, c'est un contresens quelque part. Personne ne sera content à la fin. Donc, sauf si on fait un site éphémère, on veut juste vendre un truc et disparaître dans la nature derrière. Dans ce cas-là, OK. Mais autrement, si on espère développer une activité, c'est pas avec des dark patterns qu'on ira très loin, à mon sens. À mon sens.
Donc, je vous laisse vous faire vos avis là-dessus. Il est 13h20, donc je vous propose de clôturer ce live. Merci pour vos questions, vos interventions et votre présence. Nous restons à votre disposition en cas de questions et je vous invite à nous suivre sur LinkedIn, où on publie régulièrement des contenus, et également sur la chaîne YouTube. Ah, et peut-être encore une petite question. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les formations en IA mettent le design en priorité. Oui, tout à fait. L'IA est assez précurseur. C'est un domaine assez précurseur là-dedans. Mais il faudrait que ça soit plus large que l'IA, en fait. Parce que les formations d'IA s'adressent à des spécialistes d'IA, pas forcément encore à tout le monde. D'où mon intention d'élargir le débat et de fédérer les débats qu'il y a dans les différents métiers. Donc, merci de votre présence, de votre participation, de vos commentaires, de votre amour pour nous, de vos likes et partages sur les réseaux sociaux. Je vous invite à nous proposer des thématiques qui vous intéressent pour qu'on puisse continuer nos séries de webinaires dans les prochaines semaines. Et pour ma part, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très bientôt.